bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue au dernier webinaire Provox après une série de 6 webinaires. Voilà, c'est le dernier. Ce webinaire-là, on l'a appelé Être jeune en politique, est-ce vraiment possible? Donc, c'est la question qu'on va se poser ensemble là pendant la prochaine heure et demie. On est ensemble de 18h jusqu'à 19h30. En petit mot d'introduction, je voulais quand même vous rappeler le cadre, le grand cadre dans lequel on se situe aujourd'hui. On est dans la campagne de dialogue structuré européen qui s'appelle Participation, Émancipation, Transformation, qui va nous permettre d'aller regarder ensemble ce qu'on appelle l'objectif jeunesse numéro 9, qui s'appelle Des espaces de participation pour toutes et pour toutes. Et pour vous faire un petit rappel un peu court, parce que c'est toujours intéressant de savoir dans quoi on met les pieds, le dialogue structuré européen, qu'est-ce que c'est? C'est un processus qui a été mis en place en 2011 par la Commission européenne, avec pour ambition d'associer les jeunes à la construction des politiques publiques qui les concernent directement, à savoir les questions de politique jeunesse. Et l'idée, c'est ensemble de pouvoir, pendant en fait, des cycles de travail de 18 mois, se mettre en dialogue avec donc des jeunes, des décideurs, mais aussi les responsables associatifs, cette espèce de trio-là, et de travailler tous ensemble un peu partout en Europe en parallèle, à la rédaction, à la construction, à la co-construction d'une résolution européenne. Donc ça, c'est le résultat politique d'un cycle de dialogue structuré européen. Au bout de 18 mois, on construit une résolution européenne qui est adoptée par le Conseil des ministres de l'Europe. Donc cette année, la résolution européenne, on y travaille là, on est en cours de travail. Et ensuite, tout ce qui est travaillé au niveau national est remonté au niveau européen pour une adoption en fin novembre 2021. Voilà. Donc là, on est encore dans ce qu'on appelle, nous, la première phase, qui est cette phase de diagnostic collectif, d'aller regarder ce qui existe, de faire en quelque sorte un état des lieux de la question de la participation. Et on a choisi de faire cet état des lieux sous la forme de webinaire. Covid-19 oblige, bien évidemment. Donc voilà, on a été regarder pour l'instant la question des espaces de participation et de la multiplicité des espaces de participation, de l'informel au formel, parce qu'il y a plusieurs endroits où participer. On a été regarder la question des gouvernances associatives, comment le milieu associatif associe les jeunes à sa gouvernance. La question du numérique, compliqué d'en faire l'économie, surtout avec justement les enjeux de crise sanitaire où on est quand même tous très régulièrement en lien avec ces questions-là. Et la question du libre, beaucoup, qui nous a un petit peu préoccupés, comment préserver ses droits en tant que citoyen tout en participant via des canaux numériques. On a aussi été regarder la question de l'accès à l'information, qui nous semblait un enjeu prioritaire aussi, à quelle information on a accès et comment on y a accès et comment ça détermine aussi nos accès aux politiques. La question des inégalités aussi nous paraissait assez importante, avec voilà, qui a accès aux espaces de participation et comment, et pourquoi certains jeunes n'ont pas accès à ces espaces-là, et travailler un petit peu sur les obstacles et les leviers à la participation. Voilà. Et on finit aujourd'hui sur une question qui est tout aussi importante et qui jusque-là a été assez peu abordée finalement. C'est paradoxal et c'est intéressant. La question des canaux plus traditionnels du politique, à savoir la représentation politique. Qu'est-ce que c'est d'être jeune et d'être en politique, comment les jeunes aujourd'hui sont représentés en politique, quels sont les obstacles de ces représentations en politique. Je pense que les obstacles avant les mandats, comment on peut avoir l'idée ou non de se présenter, mais aussi la campagne qui a l'air d'être quand même un moment assez compliqué. Et puis après aussi, une fois en mandat, comment on vit ces questions de jeunesse dans ces mandats politiques. Pour ça, je voulais vous dire aussi qu'on on a été toute une équipe derrière à organiser ce webinaire. Donc, je voulais remercier Allons Enfants et Marwan Kebisha, qui va être à l'animation de ce webinaire. Donc, vous allez avoir l'occasion de l'entendre et de l'écouter. Julien Vermignon, qui est co-animateur du FFJ, le Forum français de la jeunesse, qui était aussi aux manettes derrière. L'agence Erasmus+, avec Roland Morin, qui est là également
pour ce webinaire. Et la DGEPVA, donc la Direction Éducation populaire, jeunesse et vie associative, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports, avec Loïc Luyeye, qui est avec nous. Je vais laisser maintenant la parole à Marwan et Julien qui vont animer la rencontre. Et puis, vous aurez l'occasion, vous aussi, de prendre la parole. Je vois que tout le monde connaît les règles de Zoom. Tous les micros sont fermés pour pas qu'il y ait trop d'interférences. Et à tout à l'heure. Marwan et Julien, c'est à vous. Marwan, il faut que tu débranches, que tu coupes. Ouais, voilà. Ouais, trop d'habitude des Zooms à couper mon micro. Donc, du coup, bonjour à toutes et tous. Moi, c'est Marouane. Je suis au Bureau national d'Allons aux enfants. Et on est passionné par cette question de la représentation des jeunes en politique. Et donc, avec Eva, avec Julien et toute l'équipe de Provox, on a voulu inviter un panel de personnes qui, selon nous, avait une expérience, un ressenti ou un vécu qui permettrait d'essayer d'élucider la question de l'engagement des jeunes en politique, dans le circuit un peu plus traditionnel. Pour ça, on a invité, du coup, on a parmi nous Sophie Caillot, qui est l'ex-présidente d'Allons Enfants, qui a mené une des plus jeunes listes aux élections européennes de 2019. On a Hugo Biolay, qui a 18 ans et qui est maire de son village à Vinzieux en Ardèche. Désolé d'avoir écorché. Louis-Simon Boyot, directeur de cabinet de la députée Paula Fortezza, et qui a travaillé activement sur la proposition de loi du droit de vote à 16 ans. Et Laurent Lardeux, qui va intervenir dans un second temps, qui est chargé de recherche à l'INJEP, et qui va essayer de mettre en perspective nos échanges d'expériences et de pratiques en nous présentant notamment une étude qu'il a co-dirigée. Y a-t-il un âge en politique? Parcours de jeunes maires de France. Voilà, je laisse la parole à Julien. Et du coup, en plus des intervenants que vient de présenter Marouane, l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est d'essayer d'avoir un maximum de participation. C'est-à-dire que les questions qu'on va adresser aux intervenants, vous pourrez aussi y répondre si vous le souhaitez en mettant, je pense que tout le monde le sait, mais en mettant par exemple une petite étoile dans le chat, et on vous donnera la parole. Et donc, après chaque tour de table des intervenants, vous pourrez, si vous le souhaitez, donner votre réponse aux questions qu'on posera pour que ce soit le plus participatif possible et pour avoir une vision globale de cet enjeu qui dépasse, qui va au-delà, on va dire, du parcours des intervenants qu'on a ce soir, étant donné qu'on a parmi nous pas mal de personnalités ou de personnes qui ont des parcours qui peuvent être intéressants. Donc, on va commencer par la première question, qui est une question on va dire, de mise en bouche ou de mise en bain. Est-ce que du coup, donc d'abord aux intervenants et puis ensuite à toutes celles et tous ceux qui voudraient y répondre, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça ressemble d'être un jeune en politique à travers une anecdote qui serait significative, une anecdote à travers laquelle vous êtes senti jeune dans un milieu politique qui n'est pas forcément, pour le moment, très jeune. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, peut-être dans l'ordre des présentations dans un premier temps. Du coup, Sophie, si tu veux commencer. Oui, ok, merci. Bonjour à toutes et tous. Moi, j'ai choisi une anecdote qui est vraiment celle, je pense, la première à laquelle je pense quand je repense aux élections européennes de 2019 auxquelles on a participé avec Allons Enfants. Donc, on était une liste avec que des candidats de moins de 30 ans. Et c'est une anecdote qui permet de montrer à quel point c'est pas forcément facile de mener une campagne de cette ampleur quand on n'est pas un parti traditionnel et surtout un parti avec des jeunes. C'est sur la livraison des bulletins de vote. Donc ça peut paraître un peu trivial comme ça, mais c'est très compliqué parce que les bulletins de vote, tout comme les affiches et tous les frais de campagne, sont aux frais des partis, des listes, des candidats, qui sont éventuellement remboursés après s'ils font un bon score, mais ce n'est pas du tout assuré. Mais donc tout ça pour dire qu'on a dû nous-mêmes commander, gérer nos bulletins de vote et surtout gérer la livraison des bulletins de vote. Donc on a commandé nos bulletins de vote en Italie, chez un imprimeur pas cher, parce qu'on n'avait pas d'argent, qui nous a livré les bulletins de vote en retard. Chez nous, pour la livraison en Ile-de-France, on avait pris un point central chez un de nos membres. Les bulletins sont arrivés en retard. 2 palettes, dont une était complètement déchirée. Donc, on a perdu la moitié de nos bulletins de vote.
et à cause du retard de la livraison, on a raté le délai légal qui faisait que l'État prenait en charge la livraison dans les bureaux de vote. Donc, on a dû aller livrer nous-mêmes les bulletins de vote dans les mairies. Ce qui fait donc qu'on s'est retrouvé dans un hall d'immeuble chez un des membres d'Allons Enfants avec 2 palettes de bulletins, l'une à moitié déchirée, qu'on a dû désemballer, réemballer en faisant des cartons pour chaque mairie d'arrondissement. On a dû aller louer un utilitaire en urgence du jour au lendemain. Donc, avec mon petit 9 mètres cubes, je conduisais dans Paris comme ça avec mes bulletins dans le dos et on a fait le tour des 20 mairies d'arrondissement pour avoir des bureaux de vote, des bulletins dans les bureaux le jour J. Tout ça se passant dans les 3 jours avant l'élection, donc en panique totale. Si vous voulez, on pourra peut-être reparler de tout ce qu'implique le fait de ne pas prendre en charge dès le début les frais d'une campagne. Mais en tout cas, je trouve que c'était un moment assez stressant sur le coup, mais auquel je repense plutôt en rigolant parce qu'au final, c'était une expérience assez sympa. Et maintenant, je peux vous dire que je suis hyper à l'aise pour la conduite dans Paris, notamment avec les 9 mètres cubes. Donc, si vous avez besoin pour les déménagements, c'est pratique. Voilà, c'était mon anecdote. Merci Sophie. Donc, être jeune en politique, c'est assez sportif, on va dire. Ou en tout cas, ça demande un peu plus de dynamisme que dans d'autres, qu'à d'autres âges, quoi. Hugo, peut-être que tu veux nous délivrer ton anecdote. Oui, moi, on va dire que c'est plutôt une anecdote sur mes premiers jours, les premiers temps, en fait. J'ai pas de moment précis qui m'est revenu en tête et qui m'a fait me dire, bah tiens, là, je suis jeune en politique. Par contre, c'est vrai que le premier jour, bah voilà, on arrive, je prends les clés de la mairie et je rentre et donc je vois des dossiers qui traînent, je vois un petit peu toute la mairie et puis les 2 premières choses que je fais, c'est je vois un premier dossier d'urbanisme sur la table, je l'ouvre et là, j'y comprends rien du tout. Il y a des plans, c'est des choses que j'ai jamais lues. Il y a des différents documents administratifs et j'ai mis plus de 2 heures à comprendre et traiter le dossier le premier jour. Comme ça, je commence avec un permis de construire. Et là, je me suis dit, c'est bon, on y est. Et c'est aussi ça d'être en fonction. Et la deuxième chose que j'ai faite, c'est j'ai ouvert le placard et là, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même vision de ce qu'on pouvait mettre dans un placard de mairie. Et donc, j'ai enlevé, on va dire, son lot de choses qui traînaient depuis, mais des vieilles imprimantes, que des vieilles choses totalement inutiles pour revenger tout ça. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe quand on arrive et ça me permettait aussi d'insister qu'on avait tout à apprendre quand on arrivait et que c'était aussi totalement normal. Maintenant, les dossiers d'urbanisme, j'en fais toutes les semaines et ça ne me prend pas 2 heures. Du coup, commencer à prendre les dossiers et faire le ménage, ça serait être ça, être jeune en politique. Peut-être, Louis-Simon, c'est vrai que tu es à la fois collaborateur parlementaire, mais tu as aussi une expérience politique. Peut-être que tu voudrais nous donner une anecdote sur le fait d'être jeune en politique. Ouais, et si vraiment je vais essayer de faire concis, mais si je peux en donner juste 2, parce que ça, je pense que ça permettra aussi de nourrir votre réflexion. Déjà, vraiment, je suis admiratif et je le redis parce que je fais de la politique bénévole et professionnelle, mais j'ai jamais eu, disons, le courage aussi et l'abnégation de me présenter, de mettre mon nom au suffrage. Et donc, vraiment, je suis très admiratif de toutes celles et de tous ceux qui sont aujourd'hui et qui font ça. Et c'est vraiment continuer, ne lâcher rien. Mais justement, voilà, moi, je vais vous partager une expérience, une anecdote. J'ai été longtemps militant d'un grand parti qui a une rose au poing et dans lequel on a essayé pendant plusieurs années de créer des courants générationnels. On était une bande de jeunes à l'intérieur et on essayait un peu d'aller chatouiller ce qu'on appelait les chefs à plumes de Solferino. Et puis un jour, on est reçu dans un grand bureau par l'un des chefs à plumes très connus, dont je tairai le nom, mais qui a dirigé le parti. Et on lui présente notre programme un peu aussi pour faire monter la jeunesse en responsabilité dans cette formation qui était la nôtre et qu'on croyait vraiment d'avenir. Et il nous dit d'une façon très, je pense au fond sincère, c'est très bien, hein, c'est très bien la petite mayonnaise que vous faites dans votre coin. Et puis la discussion continue et puis il dit, mais vous savez, vous, hein, en politique, il faut savoir monter les marches de l'escalier.
Et en sortant, on s'est tous regardés en disant ben, si c'est ça la façon de faire, nous, on ne prendra pas l'escalier, on veut l'ascenseur. Ce n'était pas nécessairement à ce moment-là uniquement en termes de position, être élu, vouloir avoir telle ou telle chose, mais c'était plutôt de dire il y a toujours ce côté, il faut attendre son tour un peu, et puis il y a des étapes obligées à passer, comme un peu une sorte de bizutage ou un rite initiatique à franchir dans la politique. Premier exemple. Deuxième anecdote, je travaille du coup en termes plus professionnels avec une députée, Paula Forteza, qui se trouve avoir été la plus jeune présidente, coprésidente d'un groupe parlementaire de l'histoire de la Ve République. Donc elle a 33 ans, 34 ans. Et à plusieurs reprises, et notamment à une, en fait, je l'accompagnais dans un déjeuner, dans un rendez-vous, et en fait, il se trouvait que les personnes ne savaient pas exactement. Bon, ils savaient qu'ils allaient accueillir une députée, etc. Ils savaient qu'il y avait des personnes, mais en fait, quasiment intuitivement, ils sont plus adressés à moi qu'à elle. Et c'est aussi là quelque chose, c'est-à-dire c'est pas uniquement le fait de la jeunesse, c'est aussi le fait de la jeunesse et d'être une femme en politique. C'est encore plus violent et c'est encore plus humiliant. Et tous les jours, en fait, même quand vous avez beau être député, jeune élu femme, eh ben, il y a toujours un moment où vous restez pas nécessairement crédible pour un certain nombre de personnes. Et donc, il y a comme si l'âge reste la crédibilité, et l'âge reste la crédibilité encore plus, ou en tout cas encore plus tard pour des femmes. Donc, c'était aussi un message que je souhaite envoyer à toutes celles qui écoutent ou qui souhaitent aussi s'engager. Mesdames, vous avez encore malheureusement dans ce monde de la politique encore un peu plus la tâche encore un peu plus dure. Mais pour autant, il faut pas, voilà, il faut qu'on continue parce qu'on n'est pas loin d'arriver à changer tout ça. Merci. J'avais oublié de préciser, mais Eva l'a fait dans le chat. N'hésitez pas, si vous n'avez pas la parole dans ce tour de table, de nous mettre vos anecdotes sur le Padlet et on pourra comme ça faire un vote. Vous pourrez choisir la meilleure anecdote. On laissera les votes ouverts jusqu'au 15 à 18h et puis on pourra voir un peu d'autres anecdotes qui sont, je pense, qui peuvent être à la fois originales et puis aussi décrire, c'est vrai, comme tu l'as dit, Louis-Simon, un monde politique qui est encore peut-être un peu dur pour celles et ceux qui correspondent, celles et ceux qui ont encore beaucoup de cheveux, qui ne sont pas forcément grisonnants. Et encore, c'est encore pire si ce sont des femmes. Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole pour nous raconter son anecdote. Il y a Victor qui lève la main. Oui, désolé, j'ai pris l'habitude de lever la main, mais la prochaine fois, je mettrai une étoile dans le chat. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour cet échange. Moi, mon anecdote, elle va être très simple. Je ne suis pas engagé en politique depuis extrêmement longtemps, mais dans le cadre des élections régionales de cette année, quand en comité de pilotage avec Allons Enfants, on a mis en avant la nécessité d'avoir des jeunes dans des places éligibles aussi, qui puissent être écoutés, entendus et être élus au conseil régional, on m'a répondu, t'inquiète pas, on a telle personne qui a environ 33 ans, telle personne qui doit avoir à peu près 35 ans, telle personne qui a un peu plus de 31 ans, donc c'est nickel. À la fin de la réunion, j'ai regardé toutes les politiques de jeunesse menées en France. Elles s'adressent en général aux 18-30 ans et pas beaucoup plus haut. Et c'est là où je me suis dit, on ne parle pas le même langage en fait. Pas du tout. Et qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu des moments un peu en politique ou même, même avec ce rapport-là avec la politique? Est-ce que être jeune, pour vous, ça a été quelque chose? Est-ce que quelqu'un d'autre? Est-ce que dans le Padlet, tu as des interventions, Eva? Bon, on peut passer à la question suivante qui peut-être nous permettra de discuter un peu plus et de pouvoir échanger un peu de nos expériences. Oui, je pense qu'il y a eu peut-être une mini incompréhension. Le Padlet, c'est pas pour voter pour la meilleure anecdote des intervenants, c'est pour raconter les vôtres. C'est pour qu'on puisse avoir un peu de matière pour potentiellement ensuite pouvoir un peu interpeller en fait autour d'histoires qui sont pas que anecdotiques en fait.
C'est un peu l'idée. Donc là, pour l'instant, moi, j'ai noté celle que j'ai entendue, mais n'hésitez pas à... Je vois que Enzo aussi parle des mêmes qui nous appellent Loulou et autres surnoms infantilisants, je suppose. Voilà. On vous laisse, pendant le webinaire, continuer à avoir des idées. Et puis, Marouane, je te relaisse la parole. Et si tu en as des intéressantes, n'hésite pas qu'on puisse les faire remonter. En fait, on voit avec les interventions, et puis de notre côté, Allons enfants, on est vraiment confronté tous les jours à cette question de la jeunesse en politique, surtout en ce moment, avec, comme le disait Victor, avec les élections régionales, où on a quand même des gens dans pas mal d'endroits et dans pas mal de campagnes. C'est un peu le parcours du combattant. Être jeune en politique et je suis assez content que Hugo ait parlé aussi de la prise de fonction, qui est encore une fois un autre parcours du combattant. Je pense qu'il y a vraiment ce truc-là. Moi, j'aimerais bien qu'on discute ensemble de quels sont les obstacles et si vous avez des solutions par rapport à ces obstacles. Qu'est-ce que vous avez identifié sur votre route de jeune en politique, si on peut dire, que ce soit des obstacles ça peut être tout et rien, ça peut être par exemple dans la relation entre la politique et vos amis qui ne parlent pas trop de politique, ou pendant la campagne, ou dans votre parti, ou pendant votre mandat, si vous en avez eu. Est-ce que vous avez des obstacles, des solutions, tout ça par rapport à vous? Peut-être commencer. Bon, on va continuer cet ordre-là. Après, s'il y a des interventions si vous avez envie de parler, dites-moi-le. Mais du coup, Sophie, si tu peux commencer. Yes. Alors, les obstacles, j'aurais envie de dire qu'il y en a pas mal. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les passer au-dessus. Tout obstacle se saute comme quand on est dans une course d'obstacles. Le principal, c'est de réussir à passer au-dessus. Et je vois deux grandes catégories d'obstacles, ou on va dire de freins, enfin de difficultés qu'on peut rencontrer. Et les premiers, c'est les freins ou les obstacles qu'on se met nous-mêmes. Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque les plus faciles à faire passer. Parce qu'on peut très facilement se sentir pas légitime, pas crédible, pas assez vieux, trop jeune. Et ça, c'est vraiment quelque chose... c'est quelque chose qu'il faut faire tomber déjà pour se lancer. Il faut oser, il faut oser rêver, il faut oser s'engager, s'affirmer. Et je disais que c'est facile, c'est pas facile du tout de faire tomber ces obstacles-là, mais au moins, c'est des obstacles sur lesquels on a la main. Donc, on peut, si on se lance, si on s'y met, si on est bien accompagné, bien entouré, on peut oser se lancer. Et les obstacles qu'on se met nous-mêmes, c'est ceux qui peuvent, sur lesquels on a le plus de marge de manœuvre. Après, les obstacles qu'on nous met de manière consciente ou non, j'espère plutôt pas consciente, mais que le système politique français tel qu'il est fait nous met. Il y a la question financière. Je sais que j'y reviens souvent, mais en même temps, c'est quand même, quand on est une petite structure, en tout cas, quand on n'est pas dans un gros parti qui a des moyens, c'est vraiment très compliqué parce qu'il y a déjà des obligations légales, comme avoir un commissaire aux comptes. Il faut le payer, le commissaire aux comptes, et on est obligé d'en avoir un, c'est la loi. Et surtout tous les frais, et ça c'est vraiment un truc, je pense qu'on ne l'a pas forcément en tête, mais les bulletins, les affiches, les tracts, tout est aux frais des partis et ne sont pas remboursés si on ne fait pas un score assez important. Et ça, c'est en tout cas, nous, c'est chez Allons enfants, on est un parti avec que des jeunes. On a des donateurs qui sont des personnes plus âgées qui peuvent nous soutenir parce qu'on n'est pas non plus, on n'est pas sectaire et on ne refuse pas les personnes plus âgées. Et c'est surtout elles qui nous financent. Mais c'est compliqué en tant que jeune de financer une campagne. Ça, déjà, c'est un premier gros frein. Et le deuxième, tu t'en as parlé, Louis-Simon, c'est quand même la décrédibilisation. Et pareil, Victor tout à l'heure ou Enzo dans le chat, d'autant plus en étant une femme. Et là, peut-être que je vais, juste pour finir sur cet obstacle-là, revenir sur une autre anecdote, mais que je pense qu'on a tous rencontré. C'était quand je tractais pour les législatives, parce qu'avant les européennes, j'avais fait les législatives en 2017. Donc à l'époque, j'étais encore plus jeune, j'avais 21 ans. Et je me présentais dans le 16e arrondissement de Paris en plus, donc pas une circo très jeune. Et j'étais sur un marché, et donc je donne mon tract à une dame qui me dit « Mais je ne comprends pas, c'est qui le candidat ?» Je dis « C'est une candidate et c'est moi. » Et là, elle a littéralement explosé de rire. Et elle me dit, mais pas méchamment, mais c'était presque pire. Elle rigolait en mode, oh mais vous êtes si mignonne, mais c'était super, mais j'aurais pas cru, mais vous avez quel âge, vous êtes majeure, oh mais c'est adorable, continuez. Et en fait, ça, c'est vraiment,
Voilà, et voilà. J'étais vraiment comme ça, j'avais merci, merci, au revoir. Et vraiment, ça, c'est une des grosses difficultés, je pense, quand on est un jeune. Et là, pour le coup, c'est pas seulement une barrière qu'on se met nous, c'est le regard des autres. Et ça, pour réussir à passer au-dessus, il faut juste continuer et montrer qu'en fait, si on est là et que c'est pas drôle, c'est juste bien qu'on soit là, quoi. Je ne serai pas plus longue parce que j'ai déjà parlé pas mal et je pense que de toute façon, il y aura d'autres, les prises de parole suivantes pourront donner la suite. On va essayer de rebondir là-dessus. Stéphane, j'ai vu ta main levée. On va juste faire un petit tour des intervenants et après, dans tous les cas, la parole va tourner. J'aimerais bien rebondir sur une chose. En fait, surtout sur ton premier frein, Sophie, qui est la barrière qu'on se met à nous-mêmes sur la légitimité, la crédibilité, sur être trop jeune. En fait, il faut pas mal de culot pour faire de la politique quand on est jeune. Et puis, j'ai l'impression, et c'est ce que je vis aussi dans ma campagne ou des choses comme ça, c'est qu'il faut pas mal de culot pour oser prendre la parole devant des intervenants, des choses comme ça, des gens qui sont dans des partis, des très vieux partis, des gens qui ont 40 ans de politique derrière eux, qui connaissent le territoire mieux que personne, qui ont boité chaque circo au moins 15 fois. Et du coup, je voulais te retourner la question à toi, Hugo. Est-ce qu'il n'a pas fallu quand même pas mal de culot pour se dire je veux être maire de ma ville? C'est une excellente question. Avec le recul et en fait, c'est un peu au moment où j'ai été élu que j'ai regardé derrière moi et je me suis dit, mais finalement, fallait oser quand même. Il fallait y aller. C'est des questions qu'on m'a beaucoup posées en fait quand j'étais en campagne et quand j'étais candidat. Mais comme j'avais, on va dire, la tête dans le guidon et que je voulais absolument, j'étais passionné, j'étais à fond dans ce que je faisais, je me rendais pas forcément compte et c'est sûrement ça qui m'a sauvé entre guillemets et c'est sûrement ça qui a fait que je suis allé jusqu'au bout. Après, je vais pas revenir sur ce qu'a déjà dit très très bien Sophie sur la première barrière qui est la barrière que l'on se met nous-mêmes parce qu'elle est là, elle est importante, elle est très importante, mais je voulais revenir moi sur une anecdote aussi que j'ai volontairement pas donné au début parce qu'elle illustre très bien en fait les obstacles avant d'être élu. J'ai fait 2 réunions publiques à Vinzieux, donc moi c'est un petit village, moi, donc 500 habitants. Il n'y avait jamais eu vraiment de campagne, jamais vraiment eu de réunion publique, etc. Et c'est quelque chose que j'ai amené. Moi, j'avais choisi en fait de partir très tôt. C'est-à-dire que j'ai commencé à dire que je partais en campagne en novembre, au début novembre de l'année 2019 pour mars 2020. Et j'ai choisi de partir très tôt parce que je me doutais qu'il fallait que je fasse mes preuves, sûrement plus qu'en autre. Et ça c'est un obstacle qui est réel, cette méfiance-là. Et donc, je fais ma première réunion publique fin novembre. Et en fait, j'ai parlé, donc je suis arrivé comme ça, et j'ai décliné notre programme pendant une demi-heure, une heure, de manière thématique, il me semble. Donc voilà, j'avais fait cet effort-là de ne pas prendre de notes, de vraiment montrer que j'avais les capacités de retenir, etc. Et donc, après tout ce laborieux travail, j'ai eu uniquement des questions sur mon âge, qu'est-ce que je faisais comme études, comment est-ce que ça allait faire pour que je puisse lier les études et le mandat. Et d'ailleurs, ces questions-là sur les études sont des questions qu'on me pose systématiquement encore aujourd'hui en tant qu'élu. La première question qu'on me pose, c'est et comment tu fais avec tes études? Et donc, ça montre bien qu'on reste le jeune. Et sur cette première réunion publique, j'y suis allé. Et puis après, j'ai travaillé pendant plusieurs mois. J'ai fait une deuxième réunion publique en février. Et là, j'ai eu aucune question sur mon âge. J'ai que des questions sur le programme. Donc, en fait, ça a été vraiment un long travail pour arriver à franchir ce cap-là de ce premier obstacle-là qui est cette méfiance. Après, je pense que je me dois aussi de parler des différents obstacles qu'on peut rencontrer et que j'ai pu rencontrer une fois qu'on est élu. Ils sont différents. Alors, encore une fois, je ne serai pas exhaustif, etc. Mais en très peu de temps, je pense que le premier obstacle qu'on a, c'est justement, nous, on est nouvel élu, on est jeune, et on découvre en fait un petit peu tout. On n'a pas d'autres expériences de campagne avant, surtout que je n'ai pas du tout eu un parcours militant. Et on arrive et on se retrouve notamment dans les instances intercommunales avec des élus qui sont là depuis, en fait, qui étaient déjà là et qui faisaient déjà la politique intercommunale alors que je n'étais pas encore né. Ça m'arrive souvent, toutes les semaines, je fais des réunions avec des gens qui travaillent
sur les thématiques avant que je sois né. Et il faut oser faire sa place et il faut oser donner son point de vue. Et je pense que j'ai mis quelques semaines à me rendre compte. Et maintenant, j'ai totalement débloqué ça en me disant mais non, tu es totalement légitime et tu peux totalement donner ton point de vue sur les choses face aux autres élus. Et ça, c'est quelque chose qui est encore important une fois qu'on est élu. Et s'il y a quelque chose qui est très très qui peut aider à passer ce cap-là, je pense, avant comme après, c'est aussi le réseau. Par réseau, j'entends les personnes de confiance. Et les personnes qui nous font confiance et bien choisir ces personnes-là pour qu'elles puissent nous tirer vers le haut et au moment où nous, ça ne va pas bien, on puisse continuer. Et moi, c'est grâce à eux que je suis sûrement allé jusqu'au bout. Et c'est grâce à des gens qui m'ont fait confiance, sur lesquels j'ai pu m'appuyer, que j'ai pu passer en avant ces obstacles qui sont quand même assez compliqués à dépasser tout seul. Oui, je vois que c'est des obstacles qui sont assez compliqués. Maintenant, c'est vrai que l'entourage, ça reste la première des choses. Et je pense que c'est très important de se savoir entourer parce que je pense que personne ne me contredira qu'une aventure politique, c'est une aventure somme toute très solitaire. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais c'est une aventure qui est très solitaire et où on a besoin vraiment d'avoir des gens auprès de nous, même en dehors de la politique, qui nous permettent de pouvoir tenir et avancer dans ce grand combat qui est être jeune en politique. Euh, Louis-Simon, toi, c'est intéressant ton profil parce que t'es dans autre chose dans la politique, tu es dans le côté, on va dire, plus technocratique, même si le mot est un peu usé et mal connoté. Mais pour moi, je pense qu'aucun élu peut s'en sortir sans ce côté technique. Est-ce que toi, dans ce pan-là, qui est un pan plus dans l'ombre, on va dire, être jeune, ça a été un défaut, un avantage? Non, c'est jamais un avantage d'être jeune, sauf qu'on court toujours un peu plus vite que les aînés, donc on est capable de faire un peu plus de choses que les aînés. Mais moi, je crois que la plus grosse barrière, et ça a été très justement dit, c'est le coup d'entrée dans la politique, c'est-à-dire arriver à mettre le pied dans une réunion publique et prendre la parole, c'est un coup d'entrée énorme. Et moi, j'ai essayé plusieurs fois de mettre mes amis, de leur dire, mais venez, allez, venez adhérer, revenez, etc. Et ils me disaient, mais en fait, on ne comprend pas les règles du jeu. C'est-à-dire, les prises de parole sont compliquées, avec des mots compliqués. Ils parlent leur langage, c'est des histoires des années. Enfin, il y a une socialisation derrière, notamment dans des partis anciens, des vieux partis. Enfin, il faut parler le langage, quoi. Et si on ne parle pas le langage, si on n'a pas la bonne tête, si on n'a pas les bonnes études, si on n'a pas le bon truc, franchement, pour revenir la fois d'après, soit il faut vraiment avoir envie, soit il faut être un peu maso, quoi. Enfin, surtout qu'il y a très, très peu de reconnaissance. En fait, moi, j'ai tiré un constat très amer des partis. Ça ne veut pas dire que je considère qu'ils sont inutiles. Je crois qu'ils sont en fait très malthusiens. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas nécessairement qu'il y ait beaucoup de monde qui émerge. Parce que la politique, c'est la rareté des ressources, c'est la rareté des postes, et donc c'est nécessairement à un moment donné une sélection du personnel politique. Et donc, toute personne à un moment donné c'est un peu l'inverse, par exemple, que dans une entreprise. Une entreprise peut chercher à détecter ses talents. Détecter ses talents en interne, les faire monter en compétences, les former pour que ces personnes prennent plus d'espace dans une entreprise. Les partis, c'est exactement l'inverse. Sauf peut-être quelques partis qui, justement, veulent changer les choses. Et je pense notamment aux vôtres, ou je pense peut-être à d'autres partis, mais les anciens partis, ce n'est pas leur intérêt. Et donc, nécessairement, quand on est jeune, eh ben, il y a un peu ce chemin de croix qu'il faut avoir. Et c'est pour ça que je voudrais même mettre une toute petite nuance aussi dans le débat. C'est-à-dire, il y a être jeune en termes civils, de l'identité, de l'âge, 25, mais il y a être jeune au moment de l'entrée en politique. C'est-à-dire, moi, je connais des gens qui, à 50 ans, décident de faire de la politique. En fait, ils sont jeunes en politique. C'est-à-dire qu'ils ont beau avoir 50 ans, ça fait 1 an qu'ils font de la politique. Ils sont en fait plus jeunes que quelqu'un qui a commencé à 18, qui arrive à 27, qui a fait toutes les étapes du parcours professionnel comme j'ai pu à un moment le faire, c'est-à-dire mouvement de jeunesse, orga syndical, campagne, collaboration d'élus, etc. Je suis un vieux briscard par rapport à ces jeunes en fait en politique. Donc le coût d'entrée est très élevé dans cette capacité à pouvoir parler
à pouvoir avoir les bons mots, les bonnes références. Ah ouais, il faut savoir que, moi je vous donne mon exemple, mais probablement que ça doit être à peu près la même chose dans tous les partis. Ah ben les rocardiens et les mitterrandiens, c'est pas la même chose. Donc il faut pas dire de conneries quand on le dit dans une réunion, parce que sinon tout le monde rigole ou tout le monde n'a pas les mêmes. Donc ça, c'est très, très lourd. Et je crois que la grande force d'abnégation des jeunes qui sont sincères quand ils s'engagent dans la politique, c'est qu'ils intériorisent un certain nombre de ces codes-là et qui sont en même temps capables de ne pas nécessairement se plier au moule et dire je vais faire comme eux, je vais attendre mon tour, etc. Et qui restent eux-mêmes aussi un peu dans le truc, mais qui arrivent quand même à absorber un peu tel des éponges, en fait, absorber tout un ensemble de contraintes qui sont, que les autres leur imposent. Ok. Juste, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, parce on a de la chance d'avoir Sophie qui a été dans les fondateurs de Allons Enfants, qui était là presque au début de l'aventure. Est-ce que pour toi, tu penses que justement ces gros partis-là sont encore en capacité, alors je ne sais plus quel sociologue parlait du fait que c'était les partis qui étaient les premiers responsables du manque de diversité dans l'offre politique, parce que c'est eux qui choisissent l'offre politique. Est-ce que aujourd'hui, les gros partis peuvent encore ramener de la diversité en termes de génération au Moi, sein des… ça serait très global, mais je serais très court et très précis. Une proposition. Les partis devraient tous avoir un directrice ou directeur des ressources humaines. C'est-à-dire, il ne faut pas créer un nouveau poste de conseiller politique, de communication, un ou une directrice des ressources humaines au sein d'un parti qui est formé pour ça, qui a les compétences pour ça, et qui va se charger de faire justement ce travail-là en interne, dans les adhérents, de prendre le temps de créer des processus. Vraiment, c'est des processus. Voilà, on connaît la manière dont ça se passe et faire monter en compétences et arriver à sélectionner, choisir, accompagner ces gens-là. D'accord. Et du coup, juste pour revenir sur Allons Enfants, est-ce qu'au final, Allons Enfants, ce n'est pas le constat d'échec des grands partis, en fait, à réussir à faire monter cette jeunesse? C'est pour moi la question, la Marwan. Ouais. Ouais. Là, je vais clairement pas être objective, hein, mais pour moi, c'est justement, non, mais pour pouvoir voir cette genèse-là, et est-ce qu'au final, la création d'Allons Enfants, c'est pas aussi un signe qu'une jeunesse veut s'engager en politique et qu'il n'arrive pas à trouver, entre guillemets, à trouver le moyen de le faire par les partis traditionnels? Après, là, je pense qu'on anticipe un peu sur une question que vous vouliez poser plus tard, mais sur peut-être juste en 3 mots. Moi, si je me suis engagée chez Allons Enfants, c'est parce que justement, je ne me reconnaissais pas dans les gros partis. La logique de parti avec le fait de s'encarter, même le mot s'encarter, ça fait vieux, ça ne donne pas envie. Enfin, on a l'impression d'être un peu broyé sous une machine avec une idéologie qui est imposée, etc. Et moi, si j'ai rejoint Allons Enfants, c'est parce qu'il y avait justement cette envie de mettre à terre un peu tout ça, toute cette logique de machine, et de faire quelque chose qui venait des membres, vraiment, plutôt que des chefs à plumes, comme tu disais tout à l'heure. Et clairement, pour moi, Allons Enfants permet de changer la façon de faire de la politique. Après, voilà, je prêche pour ma paroisse, donc rejoignez Allons Enfants, vous verrez ce que c'est que de faire de la politique entre jeunes. Mais non, mais je pense en effet qu'il y a d'autres façons de faire de la politique qui sont possibles hors des gros partis, modulo toutes les limites dont on parlait juste avant, quoi. Ok. Mais il y avait 3 interventions du public. Déjà, merci à tous d'avoir répondu à cette question, à tous nos intervenants et intervenantes. Du coup, il y avait Stéphane qui voulait prendre la parole depuis un petit temps. Je te laisse la parole. Tu peux y aller, Stéphane. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Super. Donc, Stéphane, un jeune de La Réunion. Donc, je voulais vous livrer un petit témoignage. Donc, moi, à titre personnel, bon, je n'ai pas de mandat électif au niveau politique. Par contre, j'ai eu énormément de mandats. En fait, j'étais représentant des étudiants, que ce soit dans mon université, dans mon Crous et à l'académie de mon territoire, donc La Réunion. Mais en 2020, j'ai tenté l'aventure en étant sur une liste au municipal dans la commune dans laquelle je suis né, donc ça s'appelle Saint-Benoît. Et nous étions, si vous vouliez, la liste la plus jeune de la Réunion. Donc, on avait essayé de constituer une liste. Donc, c'était une liste de 33 personnes.
il y avait plus de 20 personnes qui avaient entre 18 et 35 ans, on va dire. Et le reste, bon, c'était plutôt des personnes âgées. Ce qui a fait que la moyenne d'âge de notre liste avait atteint 37 ans, pour être exact. Du coup, comparé aux listes des 24 autres communes, on pouvait considérer que c'était la plus jeune de l'île. Moi, j'avais décidé à ce moment-là de faire confiance à un petit candidat au lieu d'aller dans une grosse machine avec, on va dire, les barreaux locaux, puisque, alors, je ne connais pas énormément ce qui se passe au niveau du territoire hexagonal, mais en tout cas, je voulais vous livrer mon expérience au niveau de mon territoire, La Réunion, et dans les Outre-mer, je pense que ça peut se vérifier. C'est que je trouve que la politique à La Réunion, on est trop dans une logique, si vous voulez, tribale, clanique. C'est-à-dire que ceux qui sont à la tête de nos mairies, de nos collectivités et tout, ben, vous allez les rares jeunes que vous pouvez retrouver, ce sont soit des fils ou fils d'eux. Désolé si j'emploie ces termes-là. Mais ça se vérifie à tous les étages. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends une commune dont je ne citerai pas le nom, il y a une maire, lorsqu'elle était députée, ben, elle a engagé un jeune dont le père est au conseil municipal et il dirige également une SEM, une SPL. Enfin, vous voyez, il y a un mélange des genres que moi, je trouve malsain. Alors, moi, si vous voulez, au niveau des jeunes, certains peuvent s'arrêter uniquement à un moment, on va dire, à l'associatif, au corps intermédiaire, au syndicalisme. Je respecte tout à fait ces gens-là. Mais il peut y avoir des jeunes comme moi et comme tant d'autres qui veulent aller au-delà de leur engagement purement associatif, qui veulent faire valoir des idées et tout, qui ne sont pas issus justement de ces milieux-là, voilà, des fils et fils d'eux, des réseaux, on va dire, entre guillemets. Donc, j'ai été sur une liste au municipal. Moi, je ne vous cache pas que mon territoire, j'ai envie de le faire avancer, notamment en ce qui concerne les élections régionales et tout. Je me tâte. Je vais essayer de voir s'il y a moyen justement voilà, de se présenter, de faire valoir un peu les idées de la jeunesse. Mais le problème également, donc je disais qu'il y avait le problème au niveau voilà, tribal clanique. Mais pour moi, il y a un autre frein en ce qui concerne l'accession des jeunes, on va dire, à des mandats. Alors, ça ne se vérifie pas peut-être au niveau des conseils municipaux, mais pour moi, un frein majeur, c'est qu'un mandat électif politique, ça octroie de fait une indemnité. Et donc, que ce soit à la région ou au département, forcément, ceux qui sont aux manettes, ceux qui sont déjà élus, ils voudront que leur groupe, voilà, leur clan, eh ben, qui reste élu et qui se garde les indemnités. Parce que moi, je trouve dommage, par exemple, j'entends parfois à la télé des élus, que ce soit maire, député ou autre, qui disent fièrement, oui, moi, je suis élu depuis 20, 30, 40 ans avec le sourire. Et parfois, l'auditoire voit ça comme une fierté. Moi, je dis, ben non, au contraire, ça exprime une forme de verrouillage du système. Et non, pour moi, si vous voulez, une personne en général, il faudrait qu'elle fasse 2 mandats, maximum 3 mandats. Il faut qu'on évite également ce que j'appelle voilà, le cumul des mandats, parce que pour moi, ça ne serait pas un progrès que s'il y a des jeunes, par exemple, qui s'engagent au régional ou départemental, et bien, ça soit les jeunes, les rares jeunes qui sont déjà dans les conseils municipaux, qui ont donc un mandat municipal, un mandat communautaire et éventuellement vouloir un 3e mandat départemental ou bien régional. Donc, moi, je préfère à la limite qu'on mette en avant voilà, des jeunes qui n'ont pas de mandat, qui viennent voilà, de la société civile, des associations, des corps intermédiaires. Et là, ça serait vraiment un réel progrès selon moi. Donc, voilà le témoignage que je voulais vous partager. Merci à vous pour votre écoute. Merci. Hop, merci à toi. Tu parles de 2 choses qui, je pense, sont très importantes. La notion de sectarisme, moi, c'est la notion de barons locaux et je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve que en Outre-mer. Moi, dans mon territoire, les barons locaux, on les a. À Paris, il y a des barons locaux. Il y a ce système de verrouillage et de barons, on le retrouve un peu partout en France. Surtout sur des élections comme des législatives ou des départementales où on est vraiment sur des élections de barons.
Est-ce qu'il y a d'autres volontés de prise de parole? J'avais vu dans le chat passer Antoine et Juliette. N'hésitez pas à le marquer dans le chat si vous voulez prendre la parole. Alors, bonsoir à tous. J'ai vu que tu m'avais cité. Alors, je n'ai pas d'anecdote à partager. Disons que je suis novice autant par mon âge que par mon expérience politique. C'est un intérêt que j'ai depuis un peu moins d'un an. Donc, je pense que par rapport à vous et tous vos très respectables parcours, je suis plus un élève de vos discours. Mais voilà, j'avais juste fait c'était pas une remarque, c'était enfin, oui, si une remarque par rapport au discours de Sophie tout à l'heure sur cette notion un peu d'infantilisation des personnes. Euh, Quelles sont vos réponses à tout ça? Quelle est votre position aussi par rapport à toutes ces prises de position par rapport à ces personnes plus âgées qui vous infantilisent pour certains à longueur de journée? Comment vous réagissez? Quel type de réponse apportez-vous et comment légitimer ce côté jeune auprès de vos électeurs, plus qu'auprès de vos semblables politiques. Voilà les questions qui me viennent. Sophie, si tu veux répondre. Je laisse la parole à Hugo parce que j'ai beaucoup parlé et que c'est lui Ok, qui... ça va. Partons sur Hugo alors. Hugo, qu'est-ce que toi, comme tu disais, les questions sur ton âge n'arrêtent pas de pleuvoir et que aussi sur tes études et sur tout ça. Et en fait, t'es un peu un ovni politique, quoi, un maire de 18 ans, à quel moment ça doit exister. Et donc, j'imagine que ça doit susciter beaucoup de questions très infantilisantes. Et donc, du coup, toi, qu'est-ce que tu as comme réponse à tout ça? On a tout un tas de questions, oui, qui se veulent bienveillantes, hein. Les questions sur les études se veulent toujours bienveillantes, hein. Mais qui ramènent aussi à la condition de jeune, forcément. Moi, j'ai différents types de réponses. Alors, en fait, il y a différentes. Il y a ceux qui sont juste dans du dénigrement et dans le mépris d'une jeunesse en politique. Et donc, à cela, ben, on est très très loin des choses auxquelles on peut répondre. Alors, je les laisse plutôt couler, d'autant plus que c'est ce qu'on voit surtout sur les réseaux sociaux. Et après, ben, il y a toutes ces questions-là où, en fait, moi, j'ai un avantage, c'est que je suis élu et que je bénéficie aussi de la légitimité et de la confiance qu'on accorde à un élu. Et ça, je m'en suis rendu compte très, très vite. C'est-à-dire que le regard a changé sur moi à partir du moment où j'ai été élu. Je n'ai pas changé en tant que personne, mais pourtant, le regard a beaucoup changé. Donc, quand on va me parler de mes études, quand on va me parler du fait que je sois jeune, etc., je vais toujours essayer de le ramener subtilement à ce que je fais en tant qu'élu et au fait que je suis en élu comme en autre et que en jeune élu, et c'est ce qui a été très bien dit tout à l'heure, en jeune élu, étant jeune élu, mais aussi à 45 ans, si ça fait un an qu'on fait de la politique, et que j'ai les mêmes problématiques que tout le monde et que je n'ai pas du tout à être considéré comme quelqu'un à part. Écoutez, merci pour cette question. On va passer vite. On a été un peu long sur cette question, mais je pense parce que c'est une question qui est essentielle et qui est une question qui est ultra intéressante. Quels sont les freins? Quelles sont les solutions? Comment on avance? Je pense que c'est aussi le cœur du sujet et je note bien vraiment, je pense que les deux catégories faisaient sens, les deux catégories que tu parlais, Sophie, au tout début, sur ces catégories qui sont plus internes, plus à nous, mais qui ont, je pense, une visée externe. C'est-à-dire que toutes ces questions-là ou toutes ces remarques-là sur la jeunesse en politique, je pense qu'elle attaque la légitimité et elle attaque la crédibilité. Donc, je pense que l'environnement autour
influe sur un peu cette peur de se lancer et toutes les questions d'ordre systémique, j'ai envie de dire, sur comment est fait le monde de la politique et de la campagne qui complexifie, ou en tout cas qui n'est pas fait, qui n'est pas adapté à notre jeunesse et à une personne souhaitant se présenter et étant jeune. Marianne, Marwan, si je peux me permettre juste une remarque. Rapidement. Ouais, très rapidement. Je crois qu'il faut toujours répondre sur le ton de l'humour. Jamais rentrer en frontal, essayer de se mettre en opposition. Et moi, je dis souvent une phrase, c'est une expression, un truc, on a l'âge de nos artères. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas choisi exactement notre âge et surtout, en fait, si on est jeune, ça a des qualités aussi par rapport à ceux qui peuvent être un peu plus âgés. Et généralement, comme ça, on arrive un peu à retourner le problème et les personnes plus âgées peuvent se rendre compte du rapport un peu problématique qu'ils ont à notre jeunesse dans ces cas. Je trouve que c'est une très belle réponse. Je n'hésiterai pas à m'en servir. Super. Écoutez, on va passer à la question d'après. Je vais laisser Julien enchaîner alors. Vu qu'on a évoqué pas mal de sujets là au cours de cette question, on a notamment parlé du manque de représentation aussi des jeunes en politique et sur le fait qu'on a l'impression de devoir continuellement briser des plafonds de verre, c'est-à-dire qu'à la fois à travers par exemple la candidature de Sophie aux élections européennes qui a brisé le fait qu'on pouvait avoir une liste aux élections européennes composée de jeunes, le fait qu'Hugo puisse devenir maire à 18 ans, de se dire que malgré le temps, c'était une première aussi. Et puis pareil, Louis-Simon, quand tu parlais d'émotions générationnelles au sein de ce fameux parti dont on taira le nom pour éviter de faire de la pub comme pour les marques, mais on aura compris à peu près de quel c'était. Donc c'est vrai qu'on peut faire un lien entre un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins il y a de jeunes en politique, moins on peut, comme tu l'as dit aussi Sophie tout à l'heure, avoir l'idée de se présenter et de se dire que c'était possible de le faire parce qu'on n'a pas forcément de modèle ou de symbole, puisque c'est quand même quelque chose qui compte beaucoup en politique, même si ça ne fait pas tout et qu'il ne faut pas tomber dans le mimétisme. Mais donc le manque de symbole et de représentation en politique, est-ce que vous pensez que c'est l'un des éléments qui empêche les jeunes de s'engager en politique et puis par extension peut-être les pousse à bouder les scrutins et ne pas voter au moment des élections? Alors, qui veut commencer en premier? En fait, je suis désolée, mais je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Le manque de symboles? Le manque de symboles et de représentation de jeunes en politique, est-ce que ça constitue des modèles, d'exemples de jeunes déjà. Ok, pardon. Ok, j'ai compris. Du coup, si tu veux y répondre, je t'en prie. Okay. Non, oui, mais ce qui est certain, c'est que sans rentrer dans un discours communautaire, parce que c'est toujours aussi un peu la difficulté quand on parle de classage, etc. Mais si on ne voit pas de jeunes en politique, si on n'a pas d'élus jeunes, ça donne vachement moins envie de s'engager. En tout cas, si on n'a pas de rôle modèle qui nous incite à le faire, c'est plus compliqué. Et même, c'est assez... je pense que la politique, les politiques qui sont prises, les politiques publiques mises en œuvre, parleraient plus aux jeunes si elles étaient faites par des jeunes. Et là, le fait qu'il y ait peu de personnes de moins de 30 ans aux manettes, ça fait qu'on a des décisions qui sont prises qui ne correspondent pas forcément à ce qu'attendent les jeunes. Et là, j'ai quelques chiffres en tête de mes anciennes campagnes. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais les 18-30 ans, on est en gros 14% de la population, mais on est moins d'1% des maires et moins d'1% des députés, enfin moins d'1% des élus en fait ont moins de 30 ans. Donc il y a quand même un gap qui est énorme entre notre part dans la population et notre part dans les élus. Et là, on sent qu'il y a un problème et c'est sans doute pour ça aussi que les jeunes se désintéressent de la politique. Après, comme je le disais, il ne faut pas non plus tomber dans le discours de seuls les jeunes peuvent représenter les jeunes parce que ce n'est pas le cas. Et la preuve, moi j'ai été hyper énervée quand j'ai vu que le seul jeune du gouvernement avait le portefeuille de secrétaire d'État à la jeunesse. Déjà, c'était un secrétaire d'État, ce n'était pas un ministre. Et en plus, il s'occupait que des jeunes. Alors que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne parle qu'aux jeunes. On doit pouvoir parler à tout le monde. Donc voilà, c'était ma réponse sur ce point-là. Peut-être Hugo, si tu veux y répondre. Oui, alors moi j'ai beaucoup
travailler un peu cette question parce que c'est des choses qui travaillent et qui m'animent aussi en tant qu'élu. C'est vraiment pourquoi est-ce qu'il y a ce désengagement-là et cette abstention. Je pense que oui, effectivement, c'est un facteur vachement important le fait qu'il y ait peu de jeunes en politique et qui amène, pour toutes les raisons qu'a déjà très, très, très bien évoqué Sophie. Mais après, je pense qu'il y en a aussi beaucoup d'autres. Il y en a aussi beaucoup d'autres et qui touchent aussi à ce que défendent les jeunes et à ce qu'ils voudraient voir arriver. Parmi celles-là, je pense que au-delà de la question des hommes, il y a la question du système institutionnel aujourd'hui, qui fait que c'est pas attirant. Alors, c'est pas attirant parce que ça permet à peu de jeunes de s'engager, on l'a dit, mais aussi parce que on voit bien que le désengagement en politique des jeunes, c'est pas un désengagement pour les questions de société. 40% des jeunes qui sont dans des assos, c'est énorme. Et on a beaucoup plus de jeunes qui vont s'engager dans le milieu associatif et qui vont avoir envie de faire des actions immédiates que de jeunes qui vont s'engager en politique. Et pourtant, on a ce vivier-là qui est vachement important. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'on a du mal en fait à se projeter dans les institutions et on a du mal à se sentir entendu dans les institutions. Quand on voit que tous ces jeunes qui s'engagent dans l'associatif, et là je reprends les chiffres que j'ai un petit peu du coup travaillé pour là qui ont été sortis par Provox, mais il y en a la majorité, 70% qui disent c'est bien, nous on s'engage au niveau associatif, mais par contre on a l'impression de ne pas être entendu par les décideurs. Et ça, c'est le pire. C'est de se dire qu'on ouvre la voie à l'engagement. On va s'engager, on va faire des actions pour des causes qui nous tiennent à cœur et pour avoir des résultats rapides, efficaces. Et on se retrouve bloqué face à un système institutionnel dont on a l'impression, et je pense que ce n'est pas qu'une impression, qui ne nous écoute pas ou qui ne nous écoute pas assez. Et là, on a vraiment un gros travail de remise en question qui doit se faire, y compris une fois qu'on est rentré à l'intérieur de l'institution et qu'on est là. Moi, je me rends compte, les questions de temporalité sont extrêmement différentes. Les choses que je voulais faire et les choses que je peux faire réellement aujourd'hui, c'est deux mondes différents et j'essaye de relier un petit peu ces deux bouts-là. Mais même si c'est pas facile. Donc, on a, je pense, cette question aussi de comment est-ce qu'on fait pour impliquer les personnes qui vont être ceux qui vont profiter des politiques publiques, notamment en faveur de la jeunesse, dans les processus de décision. C'est ce que tu disais, Sophie. On fait une politique pour les jeunes. Si on implique que des plus de 35 ans, et forcément, ça ne va pas marcher. Il y a un truc qui ne va pas fonctionner. Il va y avoir un décalage générationnel, un décalage de vie. Les vies ne sont pas les mêmes. Ça marche pour la jeunesse, mais ça marche absolument pour tout. Moi, je vois très, très bien les différences entre des politiques publiques qui sont prises sans concertation et celles qui sont prises avec concertation et avec plus de démocratie qui soit plus délibérative, parce que je pense que c'est aussi ça qui est attendu. Donc voilà un petit peu, je pense, la plus grosse clé, le facteur peut-être le plus important. Et c'est un facteur qui peut amener, je pense, aussi à l'engagement politique ensuite. Parce que si on se sent écouté, si on sent qu'on peut avoir du poids, et ensuite on aura envie de s'engager. Et ensuite, on va avoir la possibilité de monter et de s'engager, et on peut se donner la possibilité. Alors peut-être pas dans le cadre des partis traditionnels, d'ailleurs, c'est pas du tout par là où je suis arrivé, et je pense que je ne serais pas là si jamais j'étais issu de parti, j'aurais peut-être été bloqué beaucoup à d'autres échelons, mais par cette prise en compte des différents engagements. Voilà, c'est une clé. Je pense que ce n'est pas la seule, bien sûr. Il y a tout plein de facteurs. On n'aura pas le temps de tous les évoquer, mais c'est une des clés. C'est vrai que malheureusement, on est tenu par le chrono, enfin par l'horloge. Je ne sais pas, Louis Simon, si tu veux nous partager une réponse.
Ouais, très, très rapidement, il y a effectivement le problème, et je crois que c'était Sophie qui le disait, enfin, c'est sûr, c'était Sophie, très bien, le coût d'entrée institutionnel. Il y a un moment pour faire campagne, il faut payer des choses. Et généralement, ce n'est pas quand on a 20 ans ou 25 ans ou même 28 ou 30 ans qu'on a le capital pour se payer les choses. Donc, faciliter l'accès à des candidatures, c'est probablement déjà lever une première barrière. Et en fait, il faut se dire toujours que tout ce qui est bon pour l'insertion des jeunes en politique, en fait, sera bon pour tout le monde. C'est la question de la démocratie, finalement. Et donc, abaisser l'âge de vote à 16 ans, bah, finalement, c'est bon aussi, d'une certaine manière, j'ai envie d'être un peu provocateur, mais aussi bon pour les parents. Parce que les parents, ils vont voir peut-être leurs adolescents se responsabiliser, s'intéresser et aussi poser. Donc, tout ça est bon pour tout le monde. Donc, toute politique bonne pour la jeunesse, toute politique d'engagement pour la jeunesse est bonne pour toute la société. Et après, il y a probablement des mesures un peu plus spécifiques à prendre. Et c'est évident que dans la manière dont aujourd'hui les politiques traditionnelles s'intéressent à la jeunesse, il y a tout un ensemble de choses à revoir. Mais je ne sais pas si c'est nécessairement que de l'ordre de la loi ou si c'est aussi de l'ordre juste de l'envie et de l'appétence et un peu de la culture, disons, au sens de s'intéresser aux problématiques des nouvelles générations. Eh bien, écoutez, c'est des témoignages fort bien intéressants et je pense on est un peu pressé par le temps, comme l'a dit Julien. On va finir. On a voulu, bon, c'était peut-être un peu plomb, entre guillemets, ça a été beaucoup d'obstacles, beaucoup de négatifs jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai que la situation de la jeunesse en politique n'est pas encore satisfaisante et loin d'être satisfaisante. En tout cas, c'est ce que je pense et on aimerait bien finir sur une note positive. Parce que justement, au vu de la complexité du monde politique, de à quel point ça peut être pas fun, à quel point ça peut être compliqué, à quel point ça peut être dur, c'est quand même un peu fou que vous soyez lancé là-dedans, dans cette aventure, que ce soit en poussant la porte d'un local ou en se lançant pour aller récupérer une mairie. Et je voulais savoir, vous, pourquoi vous vous êtes engagé, en une phrase très rapidement, pourquoi vous êtes engagé et pourquoi les jeunes doivent, malgré tout ça, aller s'engager. On va commencer par toi, Sophie. On ne change pas une équipe qui gagne. Ça marche. Je pense que ça vaut le coup de s'engager, vraiment, si vous en avez envie, il ne faut pas se forcer. Mais si ça vous dit ou vous vous dites que vous avez envie de partager des idées, vous avez des idées, vous avez envie qu'elles soient écoutées, il ne faut surtout pas hésiter. Et peut-être pour répondre à une question de Juliette en même temps, ça peut être frustrant de partir avec plein de trucs et d'avoir du mal à les mettre en place, mais on voit quand même des avancées. Et même si on rencontre des obstacles, se battre au quotidien pour faire valoir ce qu'on a envie de faire valoir, ça finit par payer. Donc, c'est frustrant par moment, mais il faut s'accrocher et il n'y a aucune raison que ça finisse pas par marcher parce que si on a des idées qui sont bonnes et si on est sincère dans notre engagement, ça marche. Ça marche pas du premier coup, ça marche pas tout de suite, voilà, mais on vit des choses qui sont très fortes, qui sont parfois difficiles, mais le difficile est tellement contrebalancé parce que ça apporte au niveau intellectuel, au niveau humain, au niveau personnel, que ça vaut le coup. Donc, un seul message, 2 mots, engagez-vous. N'hésitez pas. Hugo, pourquoi demain un jeune doit aller récupérer sa mairie ou en tout cas s'engager pour pouvoir être élu dans sa mairie, à minima? Moi, ce qui m'a poussé à m'engager, c'était l'envie d'être utile. C'est-à-dire que j'avais absolument envie d'être utile. Quand j'ai découvert que être élu, c'était une manière d'être utile, je me suis dit, go, on essaye. Et donc, j'ai essayé, je suis surtout allé jusqu'au bout. Et je suis allé jusqu'au bout parce que je me suis appuyé sur des gens qui ont fait qu'à chaque moment où je doutais, ils m'ont dit, non, vas-y, continue, tu peux y arriver, tu peux le faire, tu as les compétences, etc. Et je me suis aussi beaucoup appuyé sur le travail. Parce que voilà, à chaque fois, je retombe sur mes pattes en disant, non, j'en fais pas assez, il faut que je travaille plus telle ou telle chose, parce que si je veux représenter les gens, il faut s'y connaître un petit peu de partout. Mais en fait, je me suis rendu compte, et ça c'est un peu pour répondre à Juliette et en même temps à la question que diriez-vous à ceux à vous qui voulez vous engager, qui pouvez vous engager, c'est justement le premier, c'est d'essayer de briser cette barrière interne. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on commence,
on a l'impression que nos idées, elles ne fonctionnent pas très bien, que de toute manière, on n'a pas les clés, que c'est utopique. Ça, c'est des questions mais qui étaient dans ma tête tout le long, quoi. Même pendant la campagne, j'avais l'impression d'être très assuré. Dans ma tête, je me dis, mais de toute façon, c'est utopique, tu n'y connais rien, tu n'es pas légitime pour y aller parce que tu ne connais pas les dossiers. Et on ne peut pas connaître les dossiers avant d'être en fonction, parce que je suis maire aujourd'hui, mais en fait, tout ce que j'arrive à le savoir parce qu'il y a des services qui travaillent autour de moi et des gens qui peuvent m'apporter la connaissance de manière correcte, ou des chercheurs qui vont m'apporter la connaissance. Et ça, c'est important. Donc, ce que je dirais le plus important, c'est cette passion-là. C'est si vous avez envie de le faire, eh ben, essayez de prendre conscience de ces barrières, de les briser et d'utiliser votre passion. Et en fonctionnant sur ce que vous avez envie, moi, c'était être utile. Je voulais être utile, donc ok, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pour être utile. Et ça permet toujours de remettre une pièce à chaque fois qu'on doute et de voir ensuite. Et je peux vous dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus passionnant que ce que ça n'apporte de problème à côté. Parce qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur les autres. Voilà. Engagez-vous aussi, je le répète. Mais oui, engagez-vous. Je pense que c'est les mots qu'il faut prononcer. Est-ce que Louis-Simon, tu nous ferais pas la conclusion à cette question qui sera l'appel à l'engagement, l'appel à la jeunesse de Jaurès, pour pas citer le parti à la fleur, comme tu disais tout à l'heure? Je crois que moi, la source de mon engagement, elle est assez émotionnelle aussi. Il faut avoir envie de vivre certaines émotions un peu fortes, des hauts, des bas, parfois de la douleur et souvent, enfin quelquefois, malheureusement peu pour moi ces dernières années, mais quelquefois des grandes victoires et des belles satisfactions. Mais utile, bien entendu, c'est évident, sinon on n'a pas envie de se lever pour quelqu'un d'autre. Et je crois que la politique là-dessus est assez similaire de l'engagement associatif. Il faut avoir l'envie du don de soi et de se dire qu'on existe en dehors de notre propre personne. Mais je dirais aussi, et c'est pour... Voilà, on ne va pas se mentir, on a tous aussi le droit d'avoir envie de faire de la politique pour soi. Et qu'en fait, l'ambition, ce n'est pas quelque chose de honteux. Et on a le droit d'avoir envie d'être élu parce qu'on a envie d'être élu et qu'on a envie de représenter des gens. Alors, c'est bien pour les autres, mais c'est aussi bien pour soi parce que c'est très valorisant. Et donc, pour ça, il ne faut pas nécessairement le cacher. Il y a un côté un peu schizophrénique de la politique où toute personne qui aurait trop d'ambition serait nécessairement quelqu'un qui raye les dents, qui raye le parquet, surtout les jeunes. Mais je crois qu'en fait, ça, c'est très vite réglé à partir du moment où on est très, très cohérent avec les idées qu'on porte. Le problème de l'ambition et de l'opportunisme, la grande distinction, c'est quand on est capable, entre la veille et le lendemain, de défendre deux idées complètement différentes. Donc, si vous êtes sûr de ce que vous pensez, que vous êtes capable de les défendre, sky is the limit, quoi. Sky is the limit. Allons-y. Allons juste. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que, et ça, on en revient à la question de la légitimité, de la crédibilité ou surtout de la pensée de soi. C'est pas une honte d'avoir une ambition politique. Et j'aimerais aussi conclure sur le fait des dossiers, ce que disait Hugo. Moi, j'ai toujours considéré que la seule compétence que, entre guillemets, la Constitution nous demandait pour être élu, c'est d'être citoyen. À partir du moment où on est citoyen, où vous connaissez un territoire, comme une ville, un département, une région, une circo, et que vous avez envie de changer ce qu'il y a autour de vous, vous n'avez pas besoin d'avoir fait ni l'ENA, ça n'existe plus, donc vous ne pourrez pas, ni Sciences Po, ni une fac de droit. Vous pouvez venir de nulle part ou d'une grande famille ou d'un quartier populaire, d'une zone rurale, on s'en fout. Le but, c'est de s'engager et la légitimité, elle ne se compte pas dans les diplômes ou les compétences ou les livres que vous avez lus, mais sur l'empathie que vous pouvez avoir autour de vous, la compréhension des gens qui sont autour de vous et votre volonté de changer ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes jeune et vous avez le droit de vouloir changer votre monde. Vous avez le droit de vouloir vous mêler de ce qui vous regarde. Et je pense que c'est ultra capital que la jeunesse rentre en politique et apporte un nouveau souffle à cette politique qui commence à en manquer. Je te laisse, Julien, présenter la dernière partie. Je pense qu'on en a fini avec les questions. Avant, même si on le fera plus tard, je tiens à remercier nos intervenants d'avoir été là et d'avoir répondu à tout ça, d'avoir été présents pour pouvoir faire ces retours d'expérience, ma foi, très, très intéressants. Merci à vous.
pour clôturer du coup ce dernier webinaire du festival, enfin de Provox, on va laisser la parole à Laurent Lardeux qui va nous faire une présentation sur les parcours de jeunes mères en France pour peut-être nous donner, j'espère, un peu d'espoir et nous montrer qu'il y a quand même, on avance doucement vers quelque chose de peu plus positif. Et donc, il va nous faire une présentation et puis ensuite, on pourra clôturer ce webinaire. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup de votre invitation déjà. Alors, je vais vous partager mon écran parce que du coup, j'ai un diaporama. Ce sera plus simple pour vous présenter quelques graphiques sur le sujet. Donc, merci de votre invitation. C'est vrai que c'est directement en lien avec une enquête que nous avons menée à l'INJEP, donc à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire l'année dernière. Donc, une enquête qui portait justement sur le rapport des jeunes à la politique et surtout sur les jeunes qui choisissaient, qui prenaient le parti justement de s'engager dans un mandat municipal. Donc, c'est des questions qu'on s'est posées notamment sur les conditions d'accès et l'exercice du mandat des jeunes maires, donc de moins de 35 ans au moment de la réélection. C'est vrai que moins de 35 ans, ce n'est pas forcément tout jeune, mais en politique, ça l'est. On va le voir notamment à travers des statistiques sur le sujet. Donc, deux questions, en tout cas deux éléments de contexte peut-être d'abord. C'est important de rappeler pourquoi on a fait cette enquête. Donc, il y a d'abord une expression que nous avons voulu interroger dans ce travail, c'est la notion, et on l'a entendu un petit peu, c'est la notion de crise de la vocation. Donc, une notion qui a fait son apparition dans le paysage médiatique, politique, pour signifier l'étiolement, le déclin un peu de l'intérêt porté par les citoyens, notamment par les plus jeunes, à la politique. Donc, c'est une notion que nous avons voulu interroger, parce que c'est très bien, vous prouvez le contraire par votre engagement. Ensuite, le second constat qui est régulièrement repris, mais qui n'a pas pour autant fait l'objet d'enquêtes scientifiques, porte sur le vieillissement continu des maires depuis les années 80. Donc, c'est important, on le voit vraiment sur ce graphique, à chacune des 7 élections depuis maintenant 1983, on voit que la proportion des maires de moins de 40 ans a en effet rencontré une diminution constante, donc passant de 12,16% en 1983 à seulement 3,9% en 2020. Donc, c'est extrêmement peu. Et à l'inverse, si on regarde l'âge, par contre, la proportion en tout cas des plus de 60 ans, on voit que c'est en nette augmentation depuis 2008, de 40% en 2008 à 55,3% en 2020. Donc, les dernières élections, là, on voit qu'il y a encore une forte augmentation des élus, et notamment des maires, de plus de 60 ans. Donc voilà, ces différents éléments de contexte nous ont donc incité un peu à retracer un peu les parcours de ces jeunes maires pour tenter de répondre à différentes questions. D'abord, quelles sont les ressources mobilisées, les dispositions sociales, scolaires, professionnelles qui interviennent dans l'accès au mandat municipal et quelles expériences aussi peuvent en tirer ces jeunes maires. Donc ça a déjà été évoqué par les différents témoignages qui viennent d'être dits. Et ensuite, comment aussi ces jeunes maires et notamment plus largement les jeunes élus municipaux envisagent leur avenir après cette expérience? Est-ce qu'ils envisagent de poursuivre dans la politique? Est-ce qu'à l'inverse, ils envisagent d'arrêter? Est-ce qu'ils ont poursuivi éventuellement leur activité professionnelle aussi en même temps que la politique? Donc ça, c'est important aussi de le souligner. On va voir qu'il y a différents aspects en fait, à aborder. D'abord, quelques éléments de méthodologie. Donc, c'est une enquête par questionnaire que nous avons menée auprès de 4 784 élus qui ont accepté de répondre à l'intégralité du questionnaire, donc à la fois des maires, mais aussi des adjoints aux maires, des conseillers municipaux, donc âgés de 18 à 35 ans au moment de leur élection en 2014. Ensuite, c'est une enquête aussi qui s'appuie sur des entretiens auprès de 36 jeunes maires en face à face, donc 29 hommes et 7 femmes, donc interviewées en face à face dans des municipalités sélectionnées selon des critères de territoire, des caractéristiques économiques et sociales et d'orientation politique. Donc, je vais revenir de manière synthétique au cours de cette présentation sur les 3 temps du parcours de l'élu. D'abord, c'est très important, ce premier temps, c'est le temps de l'enfance, de l'adolescence, au cours duquel peuvent se construire des dispositions, des ressources favorables, on va le voir, nécessaires pour accéder à la fonction de maire. En fait, il y a beaucoup de choses, en gros, qui se jouent déjà dès la socialisation politique, en fait, dès l'enfance et l'adolescence. Ensuite, c'est les premiers temps du mandat, de la politique locale, de la campagne municipale, jusqu'à l'entrée en fonction. Et enfin, quelques éléments également sur les éléments de projection relatifs à la vie d'après, aux perspectives futures, que ce soit dans le mandat ou dans la vie professionnelle.
Alors, quelques éléments d'abord sur ce qu'on a appelé un peu les inégalités de départ. En fait, c'est important de revenir sur, justement, je vous le disais, hein, ce temps de l'enfance et de l'adolescence, hein, dont on verra justement par la suite que cette période peut produire en fait d'importantes inégalités. En fait, tout simplement, il y a d'importantes variations qu'on va voir qui sont observables au niveau de la socialisation politique des jeunes mères, entre ceux du sérail, hein, finalement, qui ont grandi très tôt dans un univers familial politisé, et d'autres, à l'inverse, des néophytes, hein, des nouveaux entrants qui vont découvrir sur le tard, hein, les rouages de la politique municipale. En fait, le spectre est extrêmement large. Donc, l'enquête statistique que nous avons menée aborde justement cette question de la socialisation politique à partir de 5 questions que nous avons posées dans le questionnaire, qui portent à la fois sur la fréquence des discussions politiques pendant l'enfance et l'adolescence, sur l'appartenance à un mouvement de jeunesse, sur l'appartenance éventuellement aussi à un syndicat lycéen ou un conseil de jeunes, la participation aussi de l'un des parents à un conseil municipal. Et donc, l'analyse statistique que nous avons faite a permis de réaliser une classification qui distingue parmi les élus municipaux à la fois des hypersocialisés politiques, donc c'est-à-dire des élus caractérisés par une forte imprégnation durant leur jeunesse à un environnement politique ou militant, qui ont baigné en fait dedans très tôt. Ensuite, les néophytes, c'est-à-dire des individus marqués par l'absence de toute socialisation politique. Et enfin, des socialisés politiques qui correspondent à une situation intermédiaire où la politisation, finalement, intervient de façon plus indirecte. Et donc, ce qu'il y a d'important à voir, d'abord, c'est la composition sociodémographique de ces 3 catégories. On va voir notamment que les jeunes élus hyper socialisés politiquement sont davantage constitués d'hommes que de femmes, donc 61% d'hommes pour 39% de femmes qui sont des hypersocialisés politiques. Et donc, on voit que ces différences, en fait, sont très marquées du point de vue du genre, sont très marquées dès l'enfance, en fait. Et donc, ça intervient dès la socialisation dans le cadre familial, où, en fait, il y a des différences très fortes entre garçons et filles dès le plus jeune âge, avec la survalorisation, finalement, d'un modèle masculin dans l'engagement politique, dans le fait de se sentir autorisé, en fait, déjà à briguer un mandat. Et ensuite, on va voir qu'il va y avoir d'importantes reproductions en fait, de ces inégalités par la suite. Donc, à ces différenciations en termes de genre, s'ajoute aussi une disparité forte en termes de classe sociale, c'est-à-dire que les élus hyper socialisés politiquement pendant leur enfance sont généralement issus d'un milieu socio-économique favorisé, là où les néophytes, donc très peu socialisés politiquement, sont 2 fois plus nombreux à avoir des parents ouvriers. Donc, on voit qu'il y a des différences importantes dans la composition en fait, de ces différentes catégories. Donc, la question après qu'on s'est posée, c'est de voir quels sont les effets un peu de ces distributions sociodémographiques, cette socialisation politique-là durant l'enfance et l'adolescence, dont on peut voir les fortes variations du point de vue du sexe et de la classe sociale, a des effets importants ensuite sur les premières responsabilités politiques ou militantes. C'est-à-dire que beaucoup de trajectoires politiques se jouent dès le plus jeune âge, tant dans le fait de se sentir autorisé à briguer un mandat, que dans la capacité ensuite à réunir les conditions sociales, mais aussi matérielles et professionnelles pour y parvenir. Donc, on voit que les plus jeunes, en tout cas les jeunes élus, ont fréquenté de manière précoce un environnement politisé. Plus ils ont fréquenté cet environnement-là, plus ils participent ensuite activement aux activités d'une association, d'un mouvement ou d'un parti, et en y exerçant souvent d'ailleurs des responsabilités. Donc cette socialisation politique différenciée pendant l'enfance se révèle par la suite productrice d'importantes inégalités, d'importants clivages, des clivages d'abord en termes d'accès à l'exécutif. On va voir que les hypersocialisés politiques accèdent plus fréquemment en fonction de maire ou de maire adjoint que les néophytes, mais aussi en termes de territoire, dans la mesure où plus la taille de la municipalité est importante et plus les jeunes hypersocialisés politiquement sont surreprésentés ensuite au détriment des autres. Ensuite, s'agissant des études, on voit aussi que du point de vue des professions également, notre enquête montre que la technicité accrue, ça a été abordé tout à l'heure notamment par Hugo, la technicité accrue du mandat de la gestion municipale conduit à une sursélection des jeunes élus beaucoup plus forte encore que pour les élus plus âgés. C'est-à-dire qu'à titre d'exemple, on voit que 26% des jeunes élus appartiennent à la catégorie des cadres, contre seulement 16% pour l'ensemble des élus municipaux. Donc, on voit qu'il y a quand même des différences très marquées. On voit que les jeunes élus municipaux, en fait, sont beaucoup plus souvent cadres que les autres élus. Ils ne sont en revanche que 3% d'ouvriers dans notre enquête, contre 10% pour l'ensemble des élus et 19% pour l'ensemble
des Français. Donc, on voit que ce déficit de représentativité, si c'est une réalité pour l'ensemble des élus, ça avait en fait nettement plus marqué encore pour les plus jeunes, ce qui témoigne aussi des conditions d'entrée beaucoup plus drastiques quand on est jeune. Ça a été souligné à plusieurs reprises. Ensuite, s'agissant plus de l'exercice du mandat, ce qui va rejoindre là encore certains témoignages, il y a aussi les questions de l'après, et notamment des incertitudes. Rappelons notamment qu'entre 5 et 7 jours s'écoulent entre l'élection et la convocation du conseil municipal qui est chargé d'élire le nouveau maire. Donc, entre 5 et 7 jours, c'est une période durant laquelle de nombreux élus font part d'un sentiment véritablement d'angoisse face à l'ampleur de la tâche. Là aussi, ça a été souligné. On voit que l'entrée dans le mandat nécessite la maîtrise très rapide d'un certain nombre de dossiers, notamment sur l'urbain, pour connaître les détails d'une situation budgétaire, d'accepter un certain nombre de représentations également, pour se faire connaître des administrés et de diriger également une nouvelle équipe municipale. Donc, on va voir aussi, et ça c'est très important, ça n'a pas été vraiment rappelé, mais il y a le rôle des services généraux et du secrétaire de mairie qui apparaît essentiel en fait, au moment de l'installation dans le mandat pour comprendre les rouages de la politique municipale. Et ça arrivé à plusieurs reprises dans des exemples particuliers, on va voir que la défaillance de ces services ou le départ d'un ou d'une secrétaire de mairie au moment de la prise de fonction du maire peut s'avérer en fait problématique, plus encore lorsque ce même maire, novice et sans expérience, doit jongler avec sa vie professionnelle parfois. Et aussi, quand on sait qu'une grande partie du premier temps du mandat nécessite un apprentissage sur le tas, c'est souvent en fait par le personnel administratif qu'une première formation informelle se met en place avant d'avoir éventuellement recours à des formations plus classiques. Et justement, et ça c'est très important, la question de la formation, l'enquête statistique aussi que nous avons réalisée montre que la participation à des formations est paradoxalement la plus faible pour les élus néophytes, pour les nouveaux entrants, ce qui va accroître ensuite les écarts entre les élus. À l'inverse, ceux qui sont déjà formés à la politique, où le mandat finalement vient en prolongement d'un parcours scolaire et universitaire, et qui ont esquissé une trajectoire professionnelle autour du politique, comme chef de cabinet par exemple, assistant d'un député, eux vont plus souvent accéder à des formations que ceux qui sont plus éloignés du monde politique. Donc la formation qui vise normalement à améliorer en tout cas les compétences, finalement, sont principalement utilisées par des personnes déjà formées. Ceux qui ne le sont peu ou pas, finalement, vont avoir moins accès à la formation, donc ce qui est vraiment problématique. Ensuite, cette disparité au niveau de la formation se creuse encore davantage du point de vue territorial et du genre. Donc d'abord, d'un point de vue territorial, ce qu'on va voir, c'est que l'accès à la formation se trouve facilité en fait dans les communes urbaines, à rebours des villes et des villages ruraux où l'offre de formation s'avère souvent déficiente. Ce qui va creuser encore davantage les écarts structurels observés entre les hypersocialisés politiquement qu'on retrouve d'abord en ville par rapport aux néophytes qui sont eux surreprésentés en milieu rural. Ensuite, au niveau du sexe, on voit aussi que les femmes élues apparaissent nettement sous-représentées dans la formation par rapport aux jeunes hommes, en fait. Et là aussi, il y a des inégalités qui vont se creuser ensuite entre les hommes et les femmes politiques, dès lors que c'est davantage les jeunes hommes qui vont avoir accès à la formation. Ensuite, s'agissant de l'après, ça aussi, c'est important aussi de savoir ce que font les jeunes élus, et notamment les jeunes maires après le mandat, et ce qu'ils envisagent après. D'abord, il y a une notion très importante, c'est celle de l'incertitude, forcément, qui est inhérente au temps de l'élection et qui est gérée différemment par les jeunes élus, entre ceux qui considèrent la politique non pas comme un espace d'engagement, mais comme un espace professionnel où il est possible de maintenir une rémunération au moins aussi satisfaisante que l'emploi occupé avant l'élection, et d'autres, au contraire, contraints d'exercer les deux activités, professionnelles et politiques, en simultané, et qui vont bénéficier d'un rempart de protection en cas d'interruption du mandat. Donc voilà, il y a deux profils différents. Et les jeunes maires rencontrés sont revenus à de nombreuses reprises sur cette difficulté, cette difficile gestion de l'incertitude, à un âge de la vie souvent marqué déjà par une instabilité statutaire liée à la jeunesse.
Et la réflexion engagée sur un possible renouvellement du mandat s'avère d'autant plus importante pour des élus qui affirment à de multiples reprises être happés véritablement par leur emploi du temps et donc avec la difficulté soit à gérer leur vie professionnelle ou soit même à se projeter sur leur vie professionnelle future. Donc, la peur du lendemain se matérialise dans ce cas par la crainte d'une baisse de leur activité, d'une baisse de leur notoriété aussi, ça a été dit à plusieurs reprises, mais aussi d'une part parfois substantielle également de leurs revenus, même si les enjeux ne sont bien entendu pas les mêmes pour l'ensemble des maires rencontrés entre ceux qui vivent que de ça finalement et ceux qui ont une vie professionnelle à côté. Alors, ensuite, s'agissant donc de cette question qui a été posée, de savoir s'ils étaient prêts à renouveler et à repartir sur un nouveau mandat, donc seuls 21% des maires de notre échantillon déclaraient vouloir abandonner tout mandat électif. Donc c'est très peu, 21% qui souhaitent arrêter. C'est 30% de moins quand même que pour l'ensemble des maires consultés dans le cadre de l'enquête du CEVIPOF. Et là, ce que vont mettre en avant les jeunes maires, c'est le sentiment d'utilité de leur fonction, la variété des tâches à accomplir, la qualité des contacts humains, ça aussi, ça a été rappelé, la proximité également avec les habitants. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'ils en sont généralement qu'à leur premier mandat, forcément, ils sont jeunes et ils en sont qu'à leur premier mandat. Et donc, les jeunes maires se trouvent protégés aussi d'une éventuelle désillusion qu'on retrouve chez ceux qui ont davantage d'expérience et notamment d'autres mandats municipaux derrière eux, quoi. Donc, ils souhaitent que leur action municipale ne se limite pas qu'à un seul mandat, surtout s'agissant de projets de long terme qui impliquent des délais d'exécution parfois inscrits dans la durée, notamment pour des maires engagés dans des programmes de rénovation urbaine, ce qui demande généralement du temps. Mais il y a des différences là aussi territoriales. C'est-à-dire qu'en milieu urbain, l'engagement municipal des jeunes élus s'inscrit dans une carrière plus souvent politique, alors qu'en milieu rural, les jeunes élus viennent plus souvent pallier en fait un déficit de volontaires, c'est-à-dire que leur mandat vient souvent en complément d'autres activités et ils sont plus souvent néophytes en milieu rural. Donc, ce qui joue aussi après sur cette projection et ce souhait ou pas de poursuivre la tâche, quand parfois c'est réellement une tâche pour ceux qui l'ont pas directement choisi finalement. Donc, l'enquête permet de constater en conclusion très rapidement que les jeunes maires constituent finalement un peu un miroir grossissant des inégalités d'accès au mandat municipal. Ces difficultés d'accès s'articulent autour de 4 types de clivages. Donc, des clivages sociaux, d'abord, on en a parlé, entre les jeunes élus hyper socialisés politiquement, ayant grandi très tôt dans un environnement familial politisé, et les néophytes qui vont découvrir sur le tard les rouages de la politique municipale. Ensuite, des clivages professionnels aussi, où les diplômes et les professions en lien avec le champ du politique ou de l'administration territoriale deviennent de plus en plus incontournables dans la sélection des jeunes maires rencontrés. Des clivages territoriaux également, où les principes de sélection des nouveaux entrants s'accroissent en même temps qu'augmente la taille de la municipalité. Et enfin, des clivages de genre ou d'importantes disparités entre jeunes hommes et jeunes femmes sont observables en fait à chacune des 3 périodes biographiques étudiées, notamment dès le plus jeune âge finalement, où se jouent déjà des choses très importantes en termes de politisation et de socialisation politique. Voilà, donc j'espère ne pas avoir dépassé le temps. C'est un peu court pour synthétiser parce qu'il y a beaucoup d'éléments en fait dans cette enquête, mais qu'on peut retrouver à la fois dans un 4 pages, donc il y a déjà une synthèse, mais aussi dans le rapport plus complet qu'on trouve sur le site de l'INJEP. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette explication sur cette étude qui est ultra intéressante, qui nous permet d'avoir un point de vue peut-être plus précis sur la question du mandat électif chez les jeunes et surtout sur quel type de jeunes s'engagent et pourquoi ils s'engagent. Et je pense que c'est plein d'apprentissages pour aussi essayer d'améliorer la condition des jeunes en politique. Est-ce qu'on se propose 10 minutes en plus si vous avez des questions à poser à Laurent, s'il y a des interrogations, des réactions à Laurent. Alors, il y a Louis-Simon. Au revoir, Louis-Simon, qui doit nous quitter. Est-ce qu'il y a des réactions
Je sais pas de... Peut-être, Laurent, départager votre écran, comme ça on se retrouve tous. Oui, le problème, c'est que je n'arrive pas à le. Ah, Départager. voilà. C'est Voilà, bon? on y arrive. Ah ben Super. voilà, du coup, je vois Merci. Julien. Du coup, je vois Julien et Hugo. Julien, peut-être, Oui, je te laisse alors, réagir. désolé pour le contre-jour. Le soleil se couche et je crois que ça se voit beaucoup. Euh, Merci pour tous ces chiffres. Merci pour cette analyse et cette enquête, ce qui est super intéressante. Moi, j'avais une question sur les premiers chiffres qui ont été indiqués. Pardon, Julien, jeune socialiste, le parti à la rose. Euh, donc, ouais, j'avais une question sur les premiers chiffres qui avaient été donnés sur le vieillissement continu depuis les années 80 des maires. Je me demandais si cette enquête, enfin, si ces chiffres sont sur les 4000 maires qui ont été cités par la suite, ou si c'est une analyse plus globale avec d'autres chiffres. Parce que je me pose principalement la question, c'est la proportion de maires issus des territoires ruraux. Parce que force est de constater que les territoires ruraux ont un vieillissement de la population depuis maintenant bien les années 80. Donc, on va dire que moins il y a de jeunes, moins les jeunes sont socialisés, moins ils s'intègrent en politique, donc moins les maires sont jeunes. Et effectivement, on viendrait à cet effet qui fait que depuis 2001, il y a un vieillissement continu. Donc, Alors, non, c'était. juste pour les chiffres, effectivement, le premier graphique que je vous ai donné, en fait, ces chiffres-là s'appuient sur le répertoire national des élus. Donc, c'est sur l'intégralité en fait des élus, hein, et pas de notre enquête. Et donc, c'est vraiment c'est exhaustif. Hein, donc, c'est vraiment l'âge en tant que tel, les répartitions selon les âges en tant que tel, quoi. Donc, effectivement, il y a un vieillissement qu'on observe de l'ensemble des élus, et plus particulièrement des maires. Donc, ça peut s'analyser plus finement aussi au profil des territoires. Et donc, on pourrait peut-être arriver à estimer que si les territoires ruraux subissaient plus ce vieillissement que les territoires urbains. En fait, pas tant que ça, parce que donc il y a d'autres enquêtes qui le montrent, hein, mais finalement, la difficulté en territoire rural, c'est d'accepter de se lancer finalement, parce que la valorisation finalement d'un mandat municipal dans une petite commune sont faibles par rapport à l'ampleur de la tâche finalement, et surtout par rapport à la technicité qui est devenue extrêmement importante en fait en milieu rural, avec des indemnités qui sont très faibles, et donc la difficulté aussi à lier parce que souvent, ils ont d'autres activités, notamment des activités professionnelles en milieu rural, vu que les indemnités sont faibles. Et du coup, c'est très compliqué de trouver des volontaires qui acceptent d'avoir un tel sacrifice, parce que c'est un vrai sacrifice, en fait, finalement, quand on voit l'ampleur de la tâche. Et finalement, les jeunes auront plus de possibilités de pouvoir être élus en milieu rural, parce que finalement, il y a moins de compétition politique et il y a surtout plus de difficultés à trouver des volontaires. Et donc, c'est plutôt vers les jeunes qu'on va les trouver en milieu rural. Contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on parle souvent du vieillissement en milieu rural, c'est un peu moins vrai en termes politiques. Super. Est-ce que je pense que ça a répondu à ta question, Julien. Il y avait Hugo qui voulait prendre la parole. Et je pense que on va finir sur cette intervention. Je vais regarder Eva voilà. Je pense qu'on est à peu près sur le moment, à part s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Oui, Absolument. Mais vas-y, Hugo, c'est à toi. je voulais prendre la parole parce que c'est vrai que c'est toujours passionnant de voir ce regard extérieur et ce regard d'étude. Et en fait, c'est quand j'ai lu le 4 pages, justement, mais je me suis dit, mais en fait, ça explique beaucoup de choses sur nos engagements personnels. Ça reflète beaucoup de choses aussi. Et on voit là où on est, on va dire, dans la suite des choses, là où notre parcours il va être atypique ou non. Et je trouve ça vraiment passionnant pour cette réalisation quand même très, très bien faite. Et pour revenir sur 2 points qui m'ont particulièrement marqué, c'est ces dernières questions sur les échanges. C'est vrai, milieu rural, milieu urbain, où on voit que la problématique est totalement différente. En milieu rural, c'est mon cas. On cherche plutôt quelqu'un qui veut prendre la place parce que c'est des places qui font plus envie aujourd'hui. Qui demande en fait du travail tous les jours de la semaine, énormément de travail et sans rémunération qui attire du monde et qui attire ceux qui sont en emploi, qui occupent un emploi et qui ne veulent pas sacrifier l'emploi, ce qui est
totalement normal, et qui permet de monter. Moi, je fais le lien du coup avec un petit peu mon parcours et ce que je pouvais dire et ce que j'ai pu dire avant. C'est je vois ces effets classe sociale sur moi. Je vois que je suis en décalage, par exemple, par rapport à la socialisation. J'ai une socialisation finalement assez tardive et qui s'est probablement rattrapée justement sur le fait qu'il y ait une très très faible concurrence entre guillemets. Parce que je ne pense pas que j'aurais pu passer, par exemple, forcément, s'il y avait eu une grosse concurrence politique en face. Donc, voilà, c'était pour y revenir et pour montrer que ces études, on peut s'y retrouver aussi en tant qu'élu, et elles sont importantes et passionnantes. Super, ben, merci beaucoup à toutes et tous pour tout ça. Je vais laisser, comme Eva, elle nous a introduit, je vais la laisser nous conclure. Et merci à tous. Merci Marwan, merci à tous et à toutes d'avoir été là pour tout ce webinaire. Il est tard, il est 19h37 et je pense que tout le monde commence à partir au compte-gouttes. Donc, on va vous libérer de ce webinaire-là qui était extrêmement intéressant. Je vous rappelle, parce que c'est toujours frustrant, 1h30 pour traiter des sujets qui, je pense, sont passionnants et sur lesquels il y a toujours besoin d'avancer, que le dialogue structuré, c'est le principe, c'est un processus long, c'est un processus de 18 mois et on va en reparler. Il va y avoir d'autres temps où on va peut-être aborder un petit peu moins les obstacles, mais peut-être réfléchir collectivement à des solutions et à comment on avance sur ces sujets-là. Et pour ça, il y a le Festival Provox qui aura lieu le 2, 3 et 4 juillet. Là, donc dans 3 mois. L'enjeu étant, à partir de toute la matière qui a été récoltée pendant les webinaires, de construire des propositions politiques pour contribuer à l'écriture de la résolution européenne, mais aussi pour avancer sur ces questions de participation au niveau national. Donc, on vous envoie toute la documentation en temps et en heure. Surtout, on vous renvoie le webinaire et puis un compte-rendu un peu dynamique et on reste en contact. Si jamais vous avez des idées d'anecdotes, n'hésitez pas à remplir le Padlet qui est tristement vide actuellement. Et on vous l'envoie par mail pour que vous puissiez les écrire. Donc, sur votre rapport aux politiques, votre rapport au parti, votre rapport au vote, des anecdotes dans des mandats politiques, etc. Voilà, je vous salue, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je remercie beaucoup Marwan et Julien qui ont animé ce webinaire et puis beaucoup nos intervenants. Certains ont dû filer, mais je voulais quand même remercier Sophie qui est partie, Louis-Simon qui est parti également. Hugo, merci beaucoup pour ton témoignage et ses apports. Et merci beaucoup à Laurent Lardeux qui nous a aussi amené un peu de matière à réflexion sociologique. C'est toujours intéressant d'avoir des chiffres. Et bonne soirée à tous. Oui, vivement le Festival Provox. Bonne soirée à toutes et à tous et merci Eva. Merci, au revoir. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.